Bonjour tout le monde, vous êtes en train de nous rejoindre sur ce nouveau webinaire organisé par le Friend District et nous avons le plaisir aujourd'hui de nouveau de recevoir un habitué du Friend District, un habitué de nos webinaires parce qu'il a des choses à dire, des choses à raconter et une légitimité pour cela, c'est Mathieu Emelon du cabinet Mathieu Emelon au CPA qui porte son nom. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Oui, bonjour Romain, bonne année, meilleurs vœux. Bonne année vous aussi. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ça doit exister. Mathieu Emelon est CPA, ce qui veut dire en gros expert comptable aux États-Unis. Euh, il est aussi diplômé en France de l'expertise comptable selon les règles françaises. Il est membre du barreau évidemment de l'Ordre des experts comptables à New York. C'est un diplômé en droit des affaires et en fiscalité de l'université Paris 2 Panthéon-Assas euh, qui est considérée comme une des meilleures universités juridiques de France, euh, avec une expérience professionnelle très riche aussi dans les Big Four, notamment dans un des Big Four. Ancien président du club entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, auteur publié assez régulièrement en tout cas, sur les thématiques évidemment de fiscalité avancée et qui a la particularité de, de parler français, évidemment. Et il n'y en a pas beaucoup des CPA qui parlent français et qui sont français aux États-Unis. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est un effort particulier de passer un diplôme qui est extrêmement exigeant. Et il a une particularité, c'est que il donne beaucoup de son temps et de ses compétences à la communauté francophone. C'est pour ça qu'on apprécie beaucoup de passer du temps avec lui, notamment dans ses webinaires. Euh, on va parler aujourd'hui de la saison fiscale, la nouvelle saison fiscale aux États-Unis, avec ce qui change et ce qui change pas. Et je vous laisse la parole et je me permettrai de rebondir de temps en temps, Mathieu, et notamment de rappeler à chacun que vous avez une offre assez sympa si vous vous inscrivez dans le chat, mais je vous en parlerai tout à l'heure, une offre d'audit gratuit, d'audit fiscal gratuit par Mathieu. Voilà. Mais il faudra s'inscrire, mais je vous le dirai. Voilà, à vous, Mathieu. Ok, merci beaucoup Romain pour Donc, qu'est-ce qui cette... change et qui change pas dans Ouais, cette saison? il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait, comme quand il y a changement d'administration cette année, cette saison fiscale en fait. Donc, en 2026, comme en France, hein, en 2026, en fait, on déclare les revenus pour les particuliers de l'année calendaire en 2025. Alors, donc, encore une fois, en 2026, on déclare les revenus. Pour les particuliers, ils déclarent les revenus de janvier à décembre en 2025. Donc, en 2025, il y a eu les élections et on a eu une nouvelle administration. Donc, ils ont voté en juillet une loi majeure, hein, une réforme majeure du code fiscal qui touche à la fois les particuliers et les entreprises. Donc, c'est en ce sens que cette saison fiscale est différente euh, de la précédente et des autres, parce que c'est une période post-électorale, hein, et donc voilà, donc chaque majorité en fait veut imprimer sa marque. On a une majorité républicaine, hein, donc les républicains sont plutôt une partie libérale, hein. C'est pas très comparable aux socialistes en France, mais on peut quand même dire de façon raisonnable qu'ils sont un peu différents en termes de culture, d'approche, du vivre en commun, de comment on vit en commun. En fait, de l'approche sociétale, c'est une approche plus libérale. Et donc, ouais, ils ont des choses à dire. Ils ont passé une réforme fiscale en juillet 2025 et donc qui impacte la saison fiscale 2026. Et une des choses aussi significatives qui s'est passée par rapport à la nouvelle administration, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau administratif. Donc, les républicains, c'est pas des slogans partisans, c'est pas, on n'est pas là pour en parler, mais c'est juste des faits, hein, pour positionner le débat. Et Bien je sûr. pense que ça nous On impacte est, tous. on est là pour Et parler de fiscalité. on est là pour parler de fiscalité, mais ce qui se passe par rapport aux républicains, c'est que ils n'aiment pas trop tout ce qui est État. Donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est du libéralisme un peu poussé. Donc, on n'aime pas trop que l'État, c'est une émission de l'État dans la vie publique, hein. Et donc, il y a eu pas mal de licenciements. À un moment donné, en fait, on a même supprimé le ministère de l'Éducation au niveau fédéral, le Department of Education.
Au niveau des impôts, en fait, oui, il y a eu réduction des effectifs. Beaucoup de personnes anciennes, hein, de salariés anciens qui ont de l'expérience ont démissionné. Donc, ça fait toute une vague, hein, voilà, donc je parlais à un agent des impôts la semaine dernière. Il me dit oui, dans leur département, les effectifs ont été réduits de moitié. Ouais. Euh, il y a eu trois commissionnaires en quelques mois, trois ou quatre qui ont changé en fait. Donc, c'est comme si vous aviez une entreprise et que vous avez le CEO, vous avez trois, quatre CEO en fait en 4 mois. Donc, la saison fiscale 2026 est difficile, est censée être difficile, au dire de plusieurs anciens commissionnaires de l'IRS, qui est l'Agence fédérale des impôts. Donc, la saison fiscale 2026 s'annonce difficile à cause de ces raisons, de ce contexte-là, en fait. Ouais. Donc, licenciement massif, réduction des effectifs en plans sociaux, changement d'administrateur qui démissionne, nommé, démissionné, etc. Donc, c'est une saison fiscale qui s'annonce difficile, au dire de certains anciens commissionnaires en fait, qui ont de l'expérience. Ouais. Donc, oui, on est là en fait pour vous éclairer, pour vous y préparer de façon à éviter beaucoup de stress, beaucoup trop de stress. Et une des Et premières choses à savoir, c'est le calendrier. voilà, les premières choses à Voilà. savoir, c'est le calendrier. Euh, Mais du coup, je vous ai fait. Ouais, Allez un ouais, peu plus donc vite. voilà, donc j'ai avancé un peu par rapport à ça. En fait, donc l'objectif, c'est ça, hein, donc c'est de vous donner une vision claire de la saison fiscale 2026. Donc vous expliquer les changements majeurs de la loi fédérale, hein. Donc ça s'appelle une loi en OBBBA, en plus simple en fait, HR1. Donc vous permettre de prendre une meilleure décision plutôt et de limiter en fait le stress, ouais. Donc, comme Romain l'a dit, en fait, on est un cabinet d'expertise comptable américain. Donc, on est inscrit à l'ordre dans l'État de New York. Et notre rôle aujourd'hui, en fait, c'est de traduire la complexité fiscale américaine, donc de vous l'expliquer en des termes simples. C'est notre objectif, mon objectif, l'adapter en fait à la réalité culturelle française. Alors, donc, vous expliquer dans des vocabulaires français, en fait, parce que j'imagine que certains de vous sont habitués à faire des déclarations en France. Et donc protéger, vous protéger même si vous n'êtes pas client, certains de vous sont peut-être clients, vous protéger en fait dans, conformément aux règles déontologiques, hein, donc rigueur, intégrité. Donc ce sont nos valeurs en tant qu'aspect comptable inscrit au tableau. Ouais. Euh, donc en termes de délai, oui, donc comme Romain le disait, il y a des délais. Alors, les délais en fait pour faire ces déclarations aux États-Unis, si vous êtes nouveau aux États-Unis, hein, c'est un peu différent par rapport à la France. En France, en fait, c'est en fonction de son code postal, de son code départemental, hein. Alors, on a une date limite pour déposer sa déclaration. Alors, ici, il y a une date limite uniforme, hein, peu importe l'endroit aux États-Unis où on vit, en fait. Alors, il y a une date limite, en fait, pour les Américains ou les résidents fiscaux américains qui vivent en dehors des États-Unis, qui sont en dehors des États-Unis au 15 avril, hein. Et cette deadline, en fait, cette date limite, c'est le 15 juin. Donc, pour les gens qui sont les Américains, par exemple, on a des militaires en- euh, qui sont en dehors des États-Unis. Eux, en fait, ils ont une date limite autre. Bon, sinon, pour les particuliers, la date limite uniforme, les particuliers qui sont sur le territoire américain, c'est le 15 avril 2026, en fait. Donc, vous avez jusqu'au 15 avril 2026 pour préparer et déposer vos déclarations. Et donc, l'IRS, l'administration fiscale fédérale américaine, a annoncé l'ouverture de la période fiscale. Donc, légalement, hein, donc, de par la loi, la saison fiscale démarre au 1er janvier de l'année et court jusqu'au 15 avril, hein, de cette même année. Si le 15 avril tombe un jour férié, un week-end, en fait, c'est le premier jour ouvré suivant, ouais, la date limite. Ouais. Donc, en cette année, en fait, c'est 15 avril 2026. En saison fiscale, officiellement, légalement, on commence le 1er janvier, mais l'IRS n'est pas prêt. L'administration fiscale fédérale n'est pas encore prête. Notamment cette année, comme on l'a dit un peu plus tôt, hein, pour les raisons qu'on a évoquées. Donc,
l'administration en fait a annoncé l'ouverture de l'heure informatique. C'est ce que ça signifie en fait. Donc ils sont prêts en fait à accepter les déclarations fiscales télétransmises, envoyées par la poste à partir du 26 janvier en fait. Ouais. Donc la date officielle, c'est 26 janvier. Ouais. Même si légalement ça Dans commence six le jours. premier. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc, vous avez encore le temps et ce webinaire tombe à point parce que vous avez au moins une semaine en fait pour réfléchir et être informé. Ouais. Donc, Et les et particuliers. en même temps, on peut avoir des délais. Comment? On peut étendre, Ah oui, oui, on tout peut à fait. Ouais, réaliser l'extension. tout à fait. Ouais, on va en parler. Ouais, on va en parler Mm. un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc, pour les particuliers, c'est le 15 avril. Mais si vous êtes dirigeant d'une entreprise ou que vous êtes un chef d'entreprise, vous avez votre propre entreprise. Il y a des délais en fait qui sont différents en fait et il y a des dates limites en fait qui sont un peu différentes selon la forme juridique de votre entreprise. Si vous avez un partnership qui est une forme d'entreprise rare, hein, donc c'est plutôt des avocats qui sont des partnerships, des entreprises d'exploration pétrolière sont des partnerships. Les entreprises commerciales, les activités commerciales ordinaires, c'est pas généralement géré sous la forme de partnership. En messier d'aventure, vous aviez une partnership. Vous avez jusqu'au 16 mars 2026 pour déclarer, pour préparer et déposer la déclaration fiscale en fait de votre entreprise. Hein. Et ça, vous le faites sur une imprimée fiscale 1065. Donc ça, c'est par rapport au partnership. Donc si vous avez une LLC, c'est plus courant, Limited Liability Company. C'est un peu proche par rapport aux structures juridiques françaises en fait d'une SARL, hein, mais c'est un peu différent. Je dirais c'est entre une SARL et une SNC, Société en nom collectif. Donc, si vous avez une LLC, Limited Liability Company, et que la LLC est imposée comme un partnership, donc une LLC peut être imposée selon de différentes façons. Donc, juridiquement, c'est une LLC, mais ça peut être imposé comme un partnership. Dans ce cas, en fait, c'est une option, hein, donc c'est vous qui choisissez. Il y a un régime d'imposition par défaut s'il n'y a pas d'option, en fait, pour être imposé d'une façon particulière. Hein. Donc, par défaut, une LLC est imposée comme un partnership, donc formulaire 1065 dont on a parlé un peu plus tôt. Et dans ce cas, en fait, on met la date limite de dépôt de la déclaration fiscale de votre LLC. C'est le 16 mars 2026. Attention, il y a beaucoup de LLC en fait asso- qui, qui ont des associés uniques, qui ont un associé unique. Donc, si vous êtes le seul associé, le seul membre, le seul associé de le seul owner de votre LLC, dans ce cas, typiquement, en fait, vous ne faites pas de déclaration de 1065, vous déclarez, vous reportez le compte de résultat, donc revenus et dépenses de votre société sur un formulaire, ça s'appelle un Schedule C. C'est un formulaire en fait annexe à la déclaration 1040. OK? Donc, si vous êtes seul associé de votre LLC, typiquement, vous avez la date limite, en fait, pour vous, c'est la date limite du formulaire 1040, donc qui est le 15 avril, comme on l'a dit, en fait, pas le 16 mars. Donc, si vous êtes LLC avec au moins deux associés, dans ce cas, effectivement, vous devenez, les règles dont on parle, en fait, s'appliquent à vous. Donc, la date limite du 16 mars. Si votre LLC est imposé comme un partnership, si votre LLC est imposé comme une S corporation, c'est une autre forme une autre façon de déclarer l'impôt de votre société LLC. Donc, S corporation, c'est l'imprimé fiscal 1120-S. Dans ce cas, la date limite, c'est toujours le 16 mars 2026. Si votre LLC est imposé comme une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, ça s'appelle un C corporation aux États-Unis. Donc, entreprise imposée à l'IS. Dans ce cas, vous avez jusqu'au 15 avril en 2026 pour préparer et déposer la déclaration fiscale en fait de votre LLC que vous avez choisi d'être soumis en fait à l'impôt sur les sociétés. Ouais. Donc, l'imposition d'une LLC à l'impôt sur les sociétés, c'est une option. L'imposition de votre LLC comme une S corporation, c'est également une option. Mais Si vous n'optez, ce sont si des vous n'optez, options qu'on voit avec vous aussi, évidemment, oh, oui, tout à fait. Ouais. Donc, avec toutes les conséquences fiscales il et y a financières. tout à fait, ouais, des conséquences fiscales. En fait, on opte parce que c'est plus intéressant en termes d'économie d'impôt, en fait. C'est pour ça qu'on choisit, en fait, ouais.
Donc, en novembre, en fait, on a fait une présentation webinaire ici avec Romain et French District. Et l'objet de ce webinaire, en fait, c'était des astuces, en fait, pour minimiser vos impôts. Et donc, une façon de minimiser vos impôts, en fait, donc c'est être juridiquement, on peut avoir une société qui est juridiquement une LLC, mais qui, pour des raisons fiscales, en fait, on choisit que la société soit imposée autrement. Et Autrement, c'est pas. ce webinaire qu'on avait fait ensemble est encore disponible sur notre chaîne YouTube, la chaîne Friendstrict que vous trouvez sur YouTube ou sur notre site internet du Friendstrict, évidemment. Hum, Et j'invite tout le monde à le revoir parce qu'il était bourré d'informations pour ben, payer un peu moins d'impôts, mais légalement, évidemment, ouais, légalement, hein. hein, nous, Voilà. on a, on a une licence, on est inscrit alors, donc on vous dira pas des choses. Voilà. Mais parler, comme on l'a dit au début, donc parler à votre conseil, hein, ça vaut toujours, c'est toujours bénéfique en fait de parler à un professionnel de façon à mieux comprendre les choses. Donc c'est une information générique et générale qui vous donne qui vous donne en fait des pistes de réflexion. Et après, oui, après vous voyez avec votre conseiller ce qu'il y a lieu de faire. Mais généralement, en fait, ouais, donc opter pour une autre forme d'imposition, ça peut être une façon d'économiser des impôts. Ouais. Et on le fait, hein, on l'a fait jusqu'à la fin de décembre pour beaucoup de clients. La LLC, c'est un peu comme une SAS en France, hein, donc c'est très populaire, hein. Donc la plupart des sociétés sont créées comme une LLC, surtout pour des entrepreneurs innovants. Donc on démarre par une LLC et si on veut lever des fonds, par exemple, on veut avoir des investisseurs externes, en- dans ce cas, typiquement, on devient un peu comme une SA en France, une société anonyme en France, donc une corporation, on devient une Inc. Mais c'est une forme, encore une fois, très populaire, un peu comme une SAS en France. Ouais. Donc voilà, donc si votre organisation, tout ça, tout ce qu'on dit, ça suppose que vous ayez le bilan de votre société au 31 décembre. Donc si vous avez vous clôturez les comptes, pas au 31 décembre, on parle d'exercice fiscal, hein. Exemple, en fait, vous êtes un grossiste, vous êtes dans les ventes de jouets. Typiquement, en fait, si vous vendez des jouets, votre période dont vous avez une activité cyclique, donc si vous avez une activité cyclique, vous forcément, en fait, vous ne clôturez pas votre bilan au 31 décembre, hein. Un exemple typique, en fait, une entreprise de vente de jouets, leur période haute activité, c'est pendant les fêtes de fin d'année, avant Noël, hein. Donc, ils vont pas se mettre à faire leur bilan au 31 décembre. Ils feront leur bilan peut-être en février. Ils feront peut-être leur bilan en fait en juin. Donc, leur année ira, par exemple, de juillet à juin. Ouais. Un exemple très connu, Messis, Messis, qui est l'équivalent en fait des printemps en France, etc. Bon, M6 n'a pas un exercice au 31 décembre, hein, parce que pendant les fêtes de fin d'année, en fait, ils sont vraiment occupés, en fait. C'est la période haute pour eux. Donc voilà, donc tout ce qu'on dit encore une fois, là, oui, ça suppose que vous avez une société qui clôture son bilan le 31 décembre. Sinon, la règle générale, c'est que vous êtes disposé de 2 mois et demi pour une LLC pour déposer votre déclaration fiscale, hein. Si vous êtes une LLC, partnership, tout ce qu'on vient de dire là, en fait, si vous êtes une corporation, en C corporation, que votre société déclare son impôt sur le formulaire, le formulaire 1120, qui est formulaire impôt sur les sociétés. Dans ce cas, vous avez jusqu'au 15 avril 2026, un peu comme pour les particuliers. Et donc, en fait, la règle générale, c'est que vous disposez de 3 mois et demi à compter de la date de fin de votre exercice fiscal, pour préparer et déclarer votre déclaration. Donc, décembre, en fait, ça fait janvier, février, mars. Donc, ça D'accord. fait 3 mois et demi, c'est 15 avril. C'est ça, en fait, la règle générale, ouais. Et Euh, avant qu'on parle rapidement des extensions possibles pour ne pas se stresser aussi avec ça et des conséquences des extensions, je rappelle à tout le monde que, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est le cas dans tous les webinaires. Les mhm, 10 premières personnes qui nous donneront leur nom et leur email dans dans le chat, ici, en appuyant sur le bouton chat, pourront avoir un audit fiscal gratuit de la part des membres du cabinet Mnon CPA.
Donc, je vous invite à en profiter. Un, parce que c'est gratuit et que la logique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'être un dans les règles et de, si possible, payer, profiter évidemment des règles pour payer le moins d'impôts possible. Hum, C'est un peu la mission de Mathieu. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans le chat. On va enregistrer votre nom et votre email. Et vous pourrez ensuite, vous serez contacté par Mathieu qui vous offrira cet audit fiscal. Donc, bah, parlons un peu, je crois, Mathieu, justement de ces extensions par rapport à ces mhm. dates. Oui, et donc effectivement, il y a une possibilité de demander un report de délai, hein. Donc en anglais, ça s'appelle extension. Donc si vous êtes nouveau aux États-Unis ou que vous travaillez avec un- un conseiller américain, en fait, c'est peut-être, on parlera d'extension, mais c'était pas forcément clair ce que ça signifie. Donc la date limite, il y a, contrairement à la France, hein, en France, il n'y a pas de report de délai. Mais depuis que l'Internet et que les choses, on est passé en fait à la déclaration en ligne, ils sont plus flexibles, hein. C'est plus une date coup près. Ils donnent une semaine en plus, après ils rouvrent le portail, etc. Donc il y a une souplesse. Il n'y a pas d'extension en France, mais il y a une souplesse. Mais aux États-Unis, il y a une possibilité de demander un report. Donc si vous n'êtes pas prêt à la date d'échéance de votre déclaration, que ce soit une déclaration, votre déclaration personnelle, hein, ou que ce soit la déclaration de votre société. Et typiquement, par exemple, oui, donc on a des clients qui sont des expatriés et qui ont été envoyés par leur employeur aux États-Unis. Ils ont déjà en fait leur vie établie en France quand ça arrive. Donc ça signifie que mariés, peut-être parfois des enfants, ils sont déjà propriétaires de leur résidence principale. Parfois ils louent, ils ont des biens immobiliers en fait en location. Euh, donc typiquement, si vous êtes résident fiscal américain, il faut déclarer vos revenus de location en dehors des États-Unis. On a des Canadiens, des gens qui vont au Canada et qui ensuite viennent aux États-Unis et qui ont des biens en fait en France, en revenu de location. Dans ce cas, oui, il faut demander un report. Ils nous demandent ben, qu'est-ce qu'on fait en fait parce que la période fiscale française démarre vers mi-mai, je crois. Qu'est-ce qu'on fait puisque la période fiscale américaine c'est le 15 avril. Qu'est-ce que je fais? Ouais, donc dans ce cas, il faut attendre que la déclaration fiscale française soit faite pour avoir les éléments pour la France, qu'on doit reporter sur la déclaration américaine. C'est un exemple de situation où il faut demander un report, en fait. Il faut demander un report de délai. Donc, vous mettez la déclaration américaine l'extension. En fait, De fa- c'est vous qui vous en occupez pour vos clients, évidemment, de ça. Oui, 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 pour nos clients s'en occupent, donc on les conseille, hein. Mais on fait des consultations, donc on fait des consultations et les nouveaux résidents nous demandent, voilà, dans ce cas, on a des Américains qui sont également en France, hein, donc on est cabinet franco-américain, donc en fait, on assiste à la fois pour les déclarations françaises, des Américains qui sont en France, qui ont leur société aux États-Unis, ou qui ont des portefeuilles d'investissement en fait aux États-Unis, etc. Donc oui, on voit des deux côtés, ouais, et donc on fait des consultations là, souvent ce type de questions, ouais. Donc on en profite pour vous le signaler si vous ne vous le saviez pas. C'était un exemple de situation, hein. Donc, un autre exemple de situation, oui, on a des sociétés qui ont des filiales dans le monde entier. Regardez, par exemple, ce qu'on dit là s'applique à la petite structure qui démarre, mais ça s'applique à des grosses structures multinationales comme en Google, comme Microsoft, comme General Electric. Donc voilà, donc pour leur déclaration pour ces grandes structures, c'est pareil, hein. Donc la plupart sont imposés à l'impôt sur les sociétés. Donc leur déclaration, c'est dû le 15 avril, hein. Donc ils ne sont pas évidemment prêts pour avoir tous les états financiers de toutes les filiales dans le monde entier au 15 avril, en fait, ouais. Et j'ai un collègue au niveau de l'ordre des services comptables à New York, dont on est membre, et donc qui est un ancien expert comptable en cabinet et qui est maintenant employé par un grand groupe multinational, hein. Et c'est ce qu'il fait, en fait. Donc, il fait du conseil pour pouvoir faire la déclaration fiscale de son employeur. Et il nous dit souvent, oui, bon, moi, évidemment, on demande on fait une demande de report de délai, parce que le 15 avril, c'est trop court pour nous, en fait, pour avoir tous les éléments nécessaires pour faire la déclaration, hein. Un dernier exemple où on peut faire une demande de report, en fait, oui. Donc, si vous avez une problématique, vous cherchez en fait des moyens de réduire votre impôt. Ce qui arrive souvent, en fait, c'est qu'il y a des gens, on a des clients qui, la première année, en fait, aux États-Unis, sont stressés, ils veulent être en conformité, ils ne veulent pas avoir à faire aux impôts américains, etc. Donc, ils viennent à nous ou à d'autres. Et
peut-être 2 ans après, en fait, ils sont installés, en fait, ils ont connaissance des logiciels gratuits de déclaration fiscale gratuits qui sont sur le marché. Donc, ils s'affranchissent de nous, ils vont faire leur déclaration et ils ratent une opération, hein. Ils ratent une opération, ils ne nous demandent pas de conseils. Euh, et ils reviennent à nous parce que, par exemple, ils ont un appartement, une deuxième maison en France qu'ils ont vendu. Et ça, ils savent pas comment le déclarer en utilisant le logiciel de déclaration fiscale qu'ils achètent pour faire leur déclaration eux-mêmes. Et on se rend compte qu'en fait que bon bah ils se sont plantés. S'ils nous avaient consultés, on les aurait conseillés et qu'ils n'auraient pas dû vendre leur maison en France, etc. Donc on essaie quand même de les aider. Donc on met la déclaration. Donc si ça se passe, si ces questions difficiles se posent en fait en fin mars, début avril, hein, forcément on n'aura pas la capacité intellectuelle de trouver une solution, de Tout à réfléchir parce fait. qu'on a beaucoup de clients à gérer. Donc, on fait une Ouais. demande de report, en fait. Ouais. Donc, ce sont des exemples de situations où, en fait, on peut faire une demande de report, où il est conseillé de faire une demande de report pour la déclaration américaine. Ouais. Je vous recommande, Mathieu, de traiter les différents thèmes qu'on a prévus peut-être un peu plus rapidement parce que là, il est déjà 29 et Ouais, il y a des thèmes sur lesquels on passera un peu plus vite. Merci pour le conseil, ouais. voilà. Donc, juste pour vous donner une idée hein, de ce dont on parle, en fait, bon, ben, l'administration fiscale fédérale attend 164 millions de déclarations fiscales hein, pour les particuliers. Alors, donc, 164 millions de déclarations pour les particuliers uniquement. Et il y a les entreprises qui sont dessus, qui viennent en plus. Il y a les associations qui viennent en plus. Mais en tout cas, les déclarations des particuliers représentent 2 tiers de l'ensemble des déclarations fiscales traitées par l'administration fiscale fédérale. Ouais. Ça vous donne une idée en fait de l'ampleur et d'où en fait des règles strictes, des dates limites et l'obligation pour ceux qui utilisent un logiciel en fait de télétransmettre leur déclaration. Ouais. Donc la déclaration électronique est devenue la norme parce qu'elle permet d'automatiser, ça permet d'avoir une déclaration fiable. Et si vous avez un remboursement, les remboursements en fait sont traités plus rapidement. Ouais. Typiquement en 3 semaines, si au bout de 6 semaines en fait vous n'avez pas votre remboursement, il est conseillé d'aller sur votre compte en ligne et de voir ce qui se passe et d'appeler en fait les impôts le cas échéant. Ouais. On parlait de la nouvelle loi, donc ça s'appelle OBBBA. Donc, en- dans les grandes idées, hein, donc le Congrès a passé cette loi en fait en juillet 2025, comme je le disais un peu plus tôt. Ça touche tout le monde hein, et ça touche y compris les hôpitaux de façon négative. Hein. Euh, mais pour ce qui concerne notre audience, oui, donc il y a des choses intéressantes. Toutes choses égales par ailleurs, hein, si vous étiez aux États-Unis en fait en 2024, toutes choses égales par ailleurs, pour les revenus en fait que vous avez gagnés en 2024, si vous avez les mêmes revenus, situation familiale inchangée en 2025, vous devriez payer moins d'impôts ouais, à cause de la nouvelle loi. Ouais. D'accord? Donc, vous devriez normalement payer moins d'impôts, toutes choses égales par ailleurs, ouais. Même sans rien faire, même sans penser à optimiser vos impôts. Ouais. Juste pour clarifier le principe, comme en France, hein, donc vous avez différents types de revenus, on les appelle en fait des revenus catégoriels. Hein. Vous avez par exemple des dividendes distribués par Google, si vous avez des actions de Google, des actions de Microsoft. Hein. Vous avez des intérêts de compte, si vous avez des comptes d'épargne. Hein. Vous avez des revenus de location, peut-être. Vous avez votre salaire, si vous êtes employé. Vous êtes associé d'une société imposée à l'impôt sur le revenu, une LLC imposé comme une partnership, comme on l'a dit un peu plus tôt. Donc, vous recevez en fait une quote-part du profit ou de la perte de la société. Donc, tout ça, c'est des revenus catégoriels que vous additionnez. Vous arrivez à votre revenu d'ensemble, hein, donc revenu total. De ce revenu total, en fait, vous avez la possibilité de déduire des frais, de déduire un abattement forfaitaire pour frais qui est donné par la loi. Ça s'appelle Standard Deduction aux États-Unis. Ou, si c'est plus favorable, vous déduisez vos frais réels. D'accord? Donc, ensemble de revenus, ensemble de différentes sources de revenus additionnés, soumis à l'impôt. De ce revenu, vous déduisez en fait vos frais réels. Si ces frais réels sont supérieurs à l'abattement forfaitaire pour frais donné par la loi, en fait, ouais. Et vous arrivez à votre revenu imposable. Hein. Et ce revenu imposable est soumis au barème par tranche. D'accord? Donc, c'est la mécanique, en fait, pour les particuliers, ouais.
Pour les entreprises, c'est pareil, hein. Pour les entreprises, vous avez en fait un chiffre d'affaires, hein. De ce chiffre d'affaires, vous déduisez vos dépenses, mais c'est des dépenses réelles, hein. C'est vraiment des dépenses réelles. Vous avez un profit. Donc, dépenses déductibles fiscalement, c'est parfois différent des dépenses déductibles comptablement. Mais en tout cas, vous avez vos revenus moins dépenses, vous avez un revenu imposable, hein. Et ce revenu, en fait, selon la forme de société, c'est réparti entre les associés. Si c'est une société imposée à l'impôt sur le revenu, ou c'est la société qui paye son impôt. Si c'est un C Corporation, par exemple, une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Et au niveau fédéral, l'impôt sur les sociétés pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, donc c'est un forfait de 21%, ouais, pour l'instant. D'accord? Donc c'est un flat de 21%. Si c'est une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, oui, vous êtes associé d'une LLC imposée comme une partnership. Votre quote-part de la perte ou du profit est rajouté à vos autres revenus et c'est soumis au barème par tranche. Après abattement, donc si vous êtes marié et que vous déclarez conjointement, que vous avez moins de 65 ans, l'abattement forfaitaire est de 31 500. Donc, si vous êtes célibataire sans enfant, sans personne à charge et vous avez moins de 65 ans, l'abattement forfaitaire est de 15 750. Ça signifie que si votre salaire est de 70 000, vous avez le droit de déduire 15 760, 15 750 des 70 000 en fait. Et vous arrivez à votre revenu imposable s'il n'y a pas d'autre revenu que le salaire. Si vous êtes en personne seule, si vous vivez seul avec personne à charge, vous avez le droit de déduire en forfaitairement, ça devient 3 625. Encore une fois, oui, si vos frais réels sont supérieurs à ces montants-là, vous avez la possibilité de déduire vos frais réels, hein. Euh, Ça signifie, comme on le disait un peu plus tôt, que toute chose égale par ailleurs, en fait, oui, vous aurez moins d'impôts à payer, ouais. Comme en France, l'impôt sur le revenu pour les particuliers, c'est un impôt progressif. D'accord? Donc, si vous avez 100 000 et vous déduisez des frais réels de 25 000, vous avez 75 000 en fait de revenus imposables. Ces 75 000 en fait sont une partie serait imposée à 11%, une partie serait imposée à 14%, une partie serait imposée à 21%. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à votre montant d'impôt dû, hein. Donc, c'est tranche, un impôt par tranche. L'idée, c'est d'avoir une espèce de justice sociale, hein. En- Si idée reçue, si je gagne plus, je perds tout à cause des impôts. Non, pas forcément. Parce qu'il y a des moyens en fait d'optimiser vos impôts. Donc, et plus on gagne en fait, plus on a des moyens d'optimiser, de réduire son impôt. On entend souvent parler en fait de oui, un tel entrepreneur en fait à différentes sociétés, il paye zéro impôt. Comment est possible? Comment c'est possible? Plus vous gagnez, en fait, ben, plus vous avez des ressources, à la fois des conseillers, en fait, et des outils, en fait, des outils d'optimisation fiscale plus sophistiqués pour vous aider à minimiser vos impôts, ouais. Et pendant ces années, en fait, donc pendant les périodes de guerre, les États ont besoin de ressources pour financer les efforts de guerre. Et donc, pendant cette période de guerre, en fait, oui, l'impôt est confiscatoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains Américains payaient 100% ou 200% d'impôts, en fait, ouais. Et, Même si les et, États-Unis et n'étaient pas les- en guerre à l'époque, ouais. Donc, c'est et, plus le cas. Philippe nous demande s'il y a des déductions particulières pour ceux qui ont plus de 65 ans. Ah oui, oui, les Rapidement. personnes, voilà, plus de 65 ans, vous avez des majorations. Tout à fait, ouais. Et la question de Philippe Thon, vous avez des majorations. L'abattement forfaitaire, en fait, est majoré pour les personnes âgées. 65 ans, on est considéré comme âgé, Philippe. Désolé. Mais bon. Donc, oui, les personnes de 65 ans ont des déductions supplémentaires et avec la loi fiscale de juillet 2025, 25. là, en fait, il y a une déduction exceptionnelle, hein, donc qui est applicable temporairement pour les années 2025 à 2028. Donc, Philippe, vous aurez une déduction supplémentaire pour vos déclarations, vos revenus 2025 déclarés en 2026. Vous aurez 6 000 dollars de plus à déduire, en fait. Donc, tout chose égale par ailleurs, vous payerez moins d'impôts. Les 6 000, en fait, c'est que à un moment donné, il disait oui, en fait, on ne veut pas que les retraités on paye de l'impôt sur la retraite. Il veut zéro impôt sur la retraite. Donc, il n'y a pas zéro impôt sur la retraite parce qu'il y a des retraités qui gagnent mieux leur vie que des gens qui sont actifs. Mais il y a cette déduction supplémentaire de 6 000 en plus, ouais. Donc, abattement forfaitaire, comme on l'a dit, en fait, c'est majoré pour les personnes qui ont 65, plus de 65 ans, 65 ans et plus.
Et de 2025 à 2028, en fait, vous aurez en plus de ça 6 000 dollars de déduction supplémentaire Philippe. Ouais, donc c'est une très bonne année pour vous. Voilà. Mais ces 6 000 dollars, en fait, sont disponibles que vous ayez, que vous optiez, en fait, pour la déduction des frais réels ou pour l'abattement forfaitaire pour frais. Ouais. Il y a eu des mesures temporaires, hein, donc des mesures ponctuelles ciblées, en type exonération des pourboires, hein, jusqu'à 25 000 dollars. Si vous vous êtes marié et que vous déclarez conjointement, donc si vous êtes marié, il faut que vous déclarez conjointement de façon à pouvoir bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu des pourboires que vous avez reçus. Donc, parlez à votre employeur parce que à cause de ce qui s'est passé, à cause des mesures sociales, des plans sociaux et des changements d'administrateur de l'IRS, l'IRS n'a pas été en mesure en- de préparer le formulaire, de designer le W2 à temps pour que les employés aient le temps de refléter les pourboires dissociés. Il faut que votre employeur puisse dissocier les pourboires dont vous avez bénéficié par rapport à votre salaire de base, parce que ces pourboires-là, en fait, sont exonérés d'impôts. Et ce qui se passe pour 2025, c'est que les employés n'ont pas l'obligation de dissocier, de séparer les pourboires de votre salaire de base, en fait, parce qu'encore une fois, les impôts étaient en difficulté. Et il n'y aura pas de pénalité pour votre employeur s'il ne fournit pas l'information. Donc, pour vous, en fait, parler à votre employeur de façon à pouvoir économiser de l'impôt, ouais, c'est très important, ouais. Donc, possibilité d'être exonéré d'impôts jusqu'à 25 000 dollars de pourboire pour les revenus, vos revenus 2025, ouais. Cette mesure concerne les pourboires que les secteurs d'activité où on reçoit habituellement des pourboires, hein. Donc, si vous êtes comptable, hein, si vous êtes avocat, normalement, vous ne recevez pas de pourboire en tant qu'avocat, ou comptable, ou CPA, expert comptable. Donc, voilà, dans ce cas, il y a pas d'exonération possible, hein. Les pourboires, en fait, bénéficient de l'exonération de pourboires, que vous soyez salarié ou que vous soyez en fait indépendant, que vous travaillez dans des entreprises en- où on reçoit des pourboires habituellement, ouais. Donc, c'est pas Et, forcément réservé à des les, salariés, ouais. tout à fait. Et les heures sup? Ouais, et les heures sup, c'est pareil. Donc, vous avez une exonération d'impôt pour les heures sup. Les heures sup, en fait, maximum de l'exonération, c'est 25 000 dollars. Si c'est la moitié, en fait, 12 500 si vous êtes célibataire. Si vous êtes marié, il faut déclarer conjointement votre déclaration d'impôt pour pouvoir bénéficier de l'exonération d'impôt, ouais. Donc, pareil pour les heures supplémentaires que pour les pourboires, ouais. Donc, pensez à ça. Si vous faites des heures sup, demandez à votre employeur en fait que les heures sup soient isolées. Si vous êtes un consultant et que vous faites des heures sup, cette fois-ci, être consultant bénéficie de l'exonération d'heures sup. Que vous avez un contrat où on facture les heures sup, oui, en fait, dissocier les heures sup de la facturation parce que ça vous permet de réduire vos impôts. En fait, vous ne payez pas d'impôts jusqu'à 25 000 dollars. En fonction de vos revenus, si vous gagnez plus de 150 000 pour une personne seule, ou si vous gagnez plus de 300 000 pour personnes mariées, en fait, bon, ben, il n'y a pas vraiment d'exonération. En fait, donc, il y a un écrêtement en fait, de la mesure. Ouais. Donc, plus vous gagnez, en fait, moins on vous aide, hein. En gros, c'est ça l'idée. Ouais. Tout à fait. Et Euh, donc maintenant, on va attaquer la partie déduction. Et avant, je rappelle à tout le monde que déjà le principe, le sujet de ce webinaire, c'est ce qui change et ce qui ne change pas entre 2025 et 2026, avec la nouvelle loi qui a été votée en juillet 2025 sur vos déclarations d'impôts, et que chacun d'entre vous, si vous, il reste encore 4 places pour avoir un audit fiscal gratuit fait par le cabinet de Mathieu Emelon. Il suffit de, ou dans le chat ou dans le Q&A, il reste 4 places, de me donner votre nom et votre email, et Mathieu vous contactera pour effectuer un audit fiscal gratuit encore une fois. Donc vous n'avez rien à perdre, rien à dépenser, à part gagner de l'argent si il y a des choses à optimiser dans vos déclarations. Tout à Voilà. fait. Ouais. Ouais, donc en termes de déduction, si vous avez des projets d'achat de véhicules, hein, il y a possibilité pour vous en fait, on vous conseillerait en fait d'emprunter pour acheter déjà, si vous avez la trésorerie pour acheter, emprunter plus tôt parce que vous avez la possibilité en fait de déduire jusqu'à 10 000 dollars par an d'intérêt d'emprunt.
Bon, si vous gagnez trop bien votre vie, en fait, vous n'aurez pas droit à ces 10 000 $. Donc, dans l'idée, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en fait, on cherche une justice sociale, en fait, dans les mesures fiscales. On cherche une équité, ouais, dans tous les pays, ouais. Il faut que ce soit un véhicule assemblé aux États-Unis. C'est pas forcément totalement fait aux États-Unis, mais ça doit être assemblé aux États-Unis. Et le prêt doit avoir été contracté après le 31 décembre 2024. Ouais. Donc, c'est pas uniquement les véhicules achetés en 2025. Donc, gardez ça en tête. On en a parlé un peu plus, en fait, lors du webinaire de novembre 2025. Ouais. Et Deux choses. pour vous inscrire, Michel et les autres, il faut me donner votre nom et votre email. Si ça ne vous va pas, vous pouvez l'envoyer en message privé si vous voulez. Voilà. Même si on peut vous retrouver dans la liste des inscrits, mais au cas où vous êtes inscrit sous notre nom, donnez-nous aussi votre email si ça ne vous embête pas, Michel. Autre mesure à garder en tête, en fait, donc il y a eu des améliorations, hein, donc c'est pas des dispositifs nouveaux hein, pour tout ce qui est soins santé. Donc si vous êtes employé, en fonction de la taille de votre entreprise ou même si c'est une petite structure, donc parlez-en à votre employeur. Hein. Ça permet à l'employeur en fait de réduire la masse salariale à ce type de mesure. Donc on parle de HSC. Ça permet de réduire la masse salariale tout en apportant en fait des avantages sociaux significatifs, bénéfiques, intéressants, surtout aux États-Unis, où les dépenses médicales peuvent être ruineuses. Hein. On n'est pas en France. Voilà, donc pensez-en. Donc ça vous permet d'économiser de l'impôt et de mettre de l'argent de côté qui, si vous utilisez cet argent-là en fait pour des dépenses médicales, là, vous payez zéro impôt dessus. Ouais. Si vous êtes un employeur, pendant COVID-19, en fait, il y a eu une mesure d'aide pour ne pas licencier tout le monde, en fait, pour garder les employés et réduire les licenciements massifs. Et le gouvernement, en fait, a donné une subvention, ça s'appelle Employer Retention Credit. Et cette mesure a fait l'objet de marketing scandaleuse. Hein. Donc, il y a des commerciaux agressifs, en fait, qui appelaient les entreprises, même qui ne sont pas éligibles à la mesure, hein, de façon à leur demander de les embaucher pour qu'ils fassent une demande de ERC, Employer Retention Credit, en leur nom, et ils prennent une commission, en fait, ils prennent une partie, en fait, de la subvention obtenue, même si vous n'êtes pas éligible. Ouais. Donc, en fait, ça a été très difficile. Donc, c'est la mesure, donc, en juillet 2025, la mesure a été durcie. Schématiquement, en fait, on ne peut plus faire des demandes d'IA si, en fait, s'il n'y a pas une demande existante avant juillet 2025, ouais. Donc, voilà. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, en fait, gardez ça en tête, ouais. Si vous avez des plus-values, des plus-values à long terme, des plus-values, si vous vendez par exemple des actions de société, vous avez des actions de Microsoft, des actions de Google, en fait, que vous vendez à un prix supérieur, en fait, au prix d'achat. Une façon de réduire vos impôts, en fait, c'est de réinvestir le montant de la plus-value dans des investissements dans des zones rurales, hein, des zones que le gouvernement souhaite développer, en fait. D'accord? Donc, voilà, on en a parlé si vous voulez en savoir plus. Revoyez, en fait, le webinaire, en fait, de novembre 2025. Vous parlez à votre conseiller ou parlez-nous hein, si vous voulez en savoir plus. Donc, ça s'appelle Qualify Opportunity Zones. Ce qui s'est passé en juillet, en fait, donc, ils ont rajouté des zones rurales. Là. Donc, Qualify Opportunity Zone existait, en fait, depuis, je sais pas, c'était depuis 2000, c'était 2017 qu'il y a eu la première administration Trump. Et les lois sont devenues effectives en 2018, si je ne m'abuse. Donc, ça a été voté en Qualified Opportunity Zone, ou peut-être avant, ouais, je ne me rappelle plus exactement. J'ai fait des présentations dessus, mais en tout cas, en juillet 2025, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont étendu cette mesure. Donc, vous avez la possibilité désormais d'investir dans des zones rurales. Là, et il y a une liste, en fait, de zones rurales, en fait. D'accord? Et l'objectif, c'est de donner de l'argent à ces zones-là, en fait, pour qu'il y ait plus de construction immobilière, hein, et de construction de zones commerciales, etc. C'est ça l'idée, en fait. Ouais. Si vous n'êtes pas obligé en fait de payer un professionnel pour faire votre déclaration d'impôt sur le revenu en fonction de votre situation fiscale, si vous n'avez qu'un salaire en fait, en fonction de votre niveau de salaire, il y a des outils gratuits en ligne pour faire la déclaration, votre déclaration vous-même
et même y compris sont partis par des logiciels commerciaux. Hein. L'IRS a d'outils en fait en ligne hein, pour vous aider à faire vos déclarations. Ça s'appelle Free File. Hein. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'outils pour vous informer. Par exemple, oui, donc si vous voulez savoir, vous avez fait vos déclarations et vous voulez savoir quand est-ce que vous allez recevoir le remboursement du trop versé, il y a des outils en ligne en fait pour savoir où en est si votre déclaration a été reçue et si ça a été traité. Donc il y a une différence entre reçu et traité. Donc si ça a été reçu quand vous télétransmettez, ça signifie pas forcément en fait que ça a été traité en fait. Ça a été reçu et horodaté. Ça ne signifie pas forcément que ça a encore été traité en fait. Ouais. Donc, regardez en ligne, cherchez Where is my refund et vous aurez en fait le lien pour savoir où est-ce que l'IRS en est par rapport à votre déclaration d'impôt et quand est-ce que vous aurez le remboursement en fait du trop versé. Généralement, oui, généralement, il faut attendre 3 à 4 semaines hein, pour avoir le remboursement. En fait, si vous télétransférez votre déclaration, c'est 3 semaines normalement. Attendez jusqu'à 4 semaines. Et si jusqu'à 6 semaines, après 6 semaines, vous n'avez toujours rien, vous pouvez aller sur Where is my refund dans un premier temps pour avoir le statut de remboursement. Et s'il n'y a rien en ligne, ben, vous pouvez appeler les impôts en fait dans ce cas-là pour leur poser la question directement. Vous pouvez également vous connecter, créer un compte en ligne. C'est encouragé. Et voir ce qui se passe hein, sur votre compte en ligne. Par exemple, il y a des clients qui viennent à nous parce qu'ils veulent un transcript. Un compte sur l'IRS, Un compte, ça ouais, c'est vous avez bien, un compte en ligne, voilà, vous avez, sur le site de l'IRS. sur le site de l'IA, c'est un peu comme impôt.gouv.fr en France. Euh, Parfois, on critique la France sur des aspects, mais sur les aspects technologiques, en fait, on est quand même en avance par rapport aux États-Unis. Et la raison, c'est que les États-Unis, l'IRS, en tout cas, n'a pas le budget, hein, comme on l'a dit au début. Hein. Donc, on sabote, les républicains en tout cas font tout pour saboter l'administration. C'est extraordinaire hein, pour moi qui a été éduqué en fait en France, mais de façon générale par rapport à ce qu'on apprend en fac de droit, par rapport à ce que l'État est censé faire, donc ça paraît, c'est un peu en porte-à-faux par rapport à le comportement de certaines administrations paraît un peu en décalage par rapport à ce qu'on attend de l'État en fait, ouais, par rapport au rôle de l'État. Ben, en tout cas, c'est la réalité. Donc, ça commence à venir aux États-Unis, donc avoir des comptes en ligne qui vous permet de savoir faire des demandes, de communiquer avec les impôts. Donc voilà. Créer des comptes, ça offre une souplesse. Hein. Euh, ça, s'ils sont pas ouverts, parfois il y a des difficultés pour parler, avoir une personne au téléphone à cause des licenciements. Au niveau de notre profession, on le sait. Hein, donc c'est pas ce que je dis en fait, c'est pas pour être méchant. Hein, donc, c'est vraiment des difficultés pour nous. On a, exemple réel, malheureux. Hein, on a, par exemple, une Américaine, donc une client américaine qui vit en France, née américaine, mais elles sont parties en France quand elles étaient jeunes. Ce sont ces deux sœurs. La sœur aînée, en fait, s'est mariée avec un Anglais. En France, ils vivent en Île-de-France. L'époux est décédé. L'époux, avant de décéder, en fait, a a des placements chez Morgan Stanley et E-Trade aux États-Unis. Donc, quand il est décédé, en fait, là, il n'a pas eu d'enfant. Donc, c'est l'épouse américaine, née américaine, naturalisée français, en fait, qui a hérité de tout. Et pour pouvoir accéder à son compte, au compte de son époux défunt, il lui faut un document. Morgan Stanley E-Trade lui demande un document des impôts pour pouvoir lui donner accès au compte bancaire, hein, quasiment 1 million, près d'1 million, en fait, sur des comptes E-Trade de Morgan Stanley. Il a fallu plus de 2 ans aux impôts pour donner le document à la dame. Plus de 2 ans. Et parce que l'IRS nous a dit, en fait, donc ça nous a pris plus de temps pour faire la déclaration fiscale de l'époux défunt que pour avoir le document que Morgan Stanley et E-Trade demandent, en fait. Et l'épouse, en fait, n'a pas travaillé pendant sa vie. Son mari a travaillé un peu en France. Donc, ils ont une pension de retraite. Elle a une pension, là, donc il y a la réversion. Mais la pension de retraite de son époux était ridicule, hein, parce qu'il ne travaillait pas énormément. Donc, vous savez comment ça se passe en France, s'il avait travaillé. euh, Quasiment 80 ans. Et voilà, donc situation malheureuse qu'on gère. Hein. Donc on gère pas que des choses gaies.
ça qu'on gère également en tant que CPA, en tant qu'expert comptable, hein. Et donc, l'époux n'a pas eu accès à l'IRS, nous a dit, oui, en fait, ça nous prend à cause de l'effectif, à cause du nombre de personnes en fait, qu'on a. En fait, ça nous prend 2 ans, 24 mois pour traiter ce type de déclaration et mettre le formulaire que Morgan Stanley et Trade vous demande. Et donc, attendez 2 ans. Et après 2 ans, on n'attendait toujours rien. Donc, 2 ans, c'était mai 2025. Donc, en 2025, mai 2025, on n'avait toujours rien. On pouvait parler à personne à cause du changement d'administration et des plans sociaux. Avant, je pouvais avoir une personne au téléphone qui me parlait. On ne pouvait pas parler à personne. Et donc, la pauvre, elle est décédée sans avoir touché le 1 million, le quasiment 1 million, en fait, que son mari défunt, en fait, a sur des comptes sur Morgan Stanley et E*TRADE aux États-Unis, sans en bénéficier. Donc, on m'a dit qu'elle est morte, en fait, en novembre. Elle a eu un accident à la maison. Ouais. Donc voilà, donc c'est ce qui se passe. Et donc, parfois, c'est difficile d'avoir des gens au téléphone. Et si vous avez un compte en ligne, ça pourrait vous aider à avoir des informations, hein. Euh, on a parlé de différents changements, donc en exonération, les pourboires, en exonération d'impôts pour les heures supplémentaires. Donc, ils ont créé un formulaire en Schedule 1-A où on aura en fait à reporter ce type d'informations en fait, ouais. Donc, c'est un formulaire en plus, ouais. Autre nouveauté, en fait, en 2025, en fait, il y a le 10 formulaire 1099DA. Donc, si vous avez des cryptos, d'accord? Donc, si vous avez des cryptos, en fait, bon, ben voilà, vous allez recevoir, normalement, votre gestionnaire est censé vous délivrer, en fait, un formulaire 1099-DA, qui est un formulaire nouveau, ouais. Le 1099K, c'est que si vous êtes auto-entrepreneur, mais que vous facturez en fait des entreprises, que vous achetez des cartes de crédit, des choses comme ça, en fait, pour être payé. Ben, normalement, la société de carte de crédit vous donne un formulaire 1099K, en fait. Ouais. C'est un peu comme les 1099 NEC pour ceux qui sont travailleurs indépendants. Donc, ça, c'est plus courant, ou les 1099 miscellaneous pour ceux qui font de la location, donc ceux qui louent des appartements. Donc, ils reçoivent de leur locataire, en fait, un formulaire 1099 miscellaneous. Si vous êtes un travailleur indépendant, vous recevez un 1099 NEC. Si vous êtes salarié, vous recevez un W2, en fait. Donc, c'est des formulaires, en fait, qui vous aident à déclarer, à faire vos déclarations fiscales aux États-Unis. Et ce qu'on dit là, en fait, c'est que oui, si je ne reçois pas, et si vous avez des comptes, des intérêts de compte d'épargne, hein, vous recevez un formulaire 1099 INT. Si vous avez des dividendes, 1099 DIV. Alors, ce qu'on dit là, en fait, c'est que oui, ne pas recevoir le formulaire 1099 INT ne vous exonère pas en fait de reporter les intérêts sur votre déclaration, ouais. Donc, il faut les déclarer les intérêts. C'est ça le message essentiel ici, ouais. Donc, l'IRS a beaucoup de ressources en ligne. Donc, comme on a dit un peu plus tôt, en fait, Free File est disponible, hein. Si vous avez besoin en fait de parler à quelqu'un, ils ont des centres où ils reçoivent des contribuables, hein, des centres Vita. Si vous êtes personne âgée, il y a des centres TCE. Donc voilà, si vous êtes militaire, hein, vous avez accès en fait l'armée à un logiciel qui s'appelle le Miltax que vous pouvez utiliser pour faire votre déclaration d'impôt sur le revenu, ouais, sans payer un professionnel, hein. Aussi, vous avez en fait des barrières linguistiques. L'anglais n'est pas votre fort, hein. Aller dans ces centres-là, en fait, vous aidera sans passer par un professionnel que vous allez payer, ouais. Il y a des limites de revenus, hein, par rapport pour pouvoir accéder à ces centres-là, ouais. Mais voilà, mais en tout cas, oui, donc vous voyez que il y a beaucoup, beaucoup de ressources et que les impôts ne sont pas là en fait pour vous embêter. Et les impôts sont là prioritairement, en priorité en fait pour vous aider à comprendre la loi, comprendre vos obligations et à respecter vos obligations. C'est ça un des principes fondamentaux, un des rôles, hein, essentiels, hein, donnés par le Congrès en fait, assigné par le Congrès en fait aux impôts. C'est pareil en France, hein. Donc s'il y a un contrôle fiscal, hein, on a des clients actuellement qui font l'objet de contrôles fiscaux en fait en France qu'on aide. Oui, et on a un Américain qui est contrôlé par les impôts français et c'est un artiste né américain, né à New York d'ailleurs, qui est parti vivre en France. Et il m'a dit qu'il ne reviendra plus jamais aux États-Unis. Et tout ce qui est contrôle fiscal, impôt, en fait, il est stressé
Mais voilà, donc on est là pour vous accompagner, on vous accompagne que, comme je lui ai expliqué, en fait, oui, les impôts sont pas là pour vous embêter, quoi. Donc, ils sont là pour voir s'assurer que les choses sont bien faites. Et si c'est pas bien fait, en fait, ils nous conseillent, s'il y a un impôt supplémentaire à payer parce qu'on a mal fait les choses, oui, on paye l'impôt supplémentaire. Donc, on cherche une équité, hein, comme on l'a dit, en fait. Et comme ça arrive également, s'il y a un trop payé, si vos contrôles, hein, et que vous avez un trop versé, oui, ils vous remboursent, en fait, ce que vous avez trop payé. Et d'ailleurs, ce client-là, en fait, quand il est devenu client, l'Américain qui vit en France, quand il est devenu client, oui, on l'a aidé sur une question. Il recevait des dividendes des États-Unis, de placement qu'il a aux États-Unis. Et il avait mal déclaré et les impôts lui ont posé des questions, il ne pouvait pas répondre. Alors, il m'a demandé de répondre. Et il a eu un remboursement de quasiment plus de 40 000 € en fait, ouais. Et il m'a dit thanks. Mhm. Donc ça se Il passe était dans un sens content. comme dans l'autre, ouais. Mhm. Ça se passe dans un sens comme dans l'autre, ouais. Donc vous avez en fait une checklist de points à vérifier dans les 30 jours à venir, hein, selon votre situation ou la situation des personnes que vous connaissez, de points clés à garder en tête quand vous allez parler à à la personne qui vous aide à faire votre déclaration d'impôt, ou si vous voulez faire votre déclaration vous-même, des points clés en fait à garder en tête et vous assurer que c'est les déductions vous avez droit, demandez en fait à en bénéficier. Assurez-vous en fait que le logiciel en fait prend compte de ça. Aussi un conseiller qui vous conseille, ah oui, assurez-vous que ce conseiller a pris compte, tient compte en fait des déductions, des abattements auxquels vous avez droit en fait, ouais, à cause des changements dont on parle là, ouais. Euh, oui, la différence, comme on le dit, en fait, bon, ben, c'est si vous êtes préparé, que vous êtes informé, en fait, bon, ben, en déclaration d'impôt, en fait, vous ne subissez pas les règles fiscales, hein. Ben, vous jouez des règles de façon à réduire vos impôts. Et ça suppose que vous pouvez jouer des règles sans tricher, hein. Ça suppose qu'il y ait une bonne compréhension, qu'il y ait une bonne préparation et que vous ayez les outils nécessaires, en fait, de façon à optimiser vos impôts et à préparer et transmettre votre déclaration d'impôt, ouais, sans stress, et sans dire oui, j'ai reçu un courrier des impôts et de quoi il s'agit, est-ce que je serai déporté? Donc, bref, on a beaucoup de clients qui se posent des questions, ouais. Et ce qui se passe également, en fait, le type de commentaires qu'on a, oui, ceux qui veulent faire une demande de green card, il a dit, ouais, je vais faire une demande de carte verte. Je veux m'assurer que toutes mes déclarations soient en règle. Je déclare ça. Parfois, on a des clients s'il manque un centime, on s'assure que le centime y est. Voilà. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de vous aider à comprendre les mécaniques, hein, la mécanique, le mécanisme, hein, et vous préparer, réduire le niveau de stress en tout cas. On est là en fait pour répondre à vos questions en fonction des disponibilités de euh, Romain. Bah, Ouais. si, exactement. Si d'ailleurs l'un d'entre vous a une question maintenant, vous pouvez l'écrire dans le Q&A. S'il y en a pas trop, on pourra peut-être les traiter. Euh, il reste une place pour bénéficier d'un audit fiscal gratuit euh, que Mathieu et son équipe vont faire pour vous sur la base de vos déclarations, passées évidemment ou futures, je ne sais pas. Vous verrez ça avec Mathieu. Et il reste une place, il suffit de vous inscrire ou dans le Q&A ou dans le chat, de nous donner votre nom, on retrouvera votre email si vous n'avez pas le temps de l'écrire. Mais je vous recommande de le faire parce que, évidemment, c'est s'assurer que vous ne payez pas trop d'impôts, que vous n'avez pas raté quelque chose, que vous n'avez pas des opportunités fiscales et que vous êtes en règle aussi, ce qui est un peu sympa quand même. Voilà. Mm. Notre webinaire en novembre, nous demande Sophie, s'appelait comment vous le trouverez sur, sur la page Friendsric de Mathieu Emelon. Euh, C'était sur les astuces pour payer moins d'impôts, c'était quoi? Oui, c'est ça. Ouais, c'est quoi faire en fait avant la fin de l'année pour réduire son impôt, hein, réduire son Ouais, c'est ardoise ça. fiscale. Ouais. Exactement. Donc truc et astuces avant le 31 décembre. Ouais. Le 31 décembre, quand on est employé, en fait, il y a moins d'options après le 31 décembre. Mais quand on est, si vous êtes associé, si vous avez une société, après le 31 décembre, il y a encore des possibilités, en fait, il y a encore des choses à faire pour réduire son impôt, ouais. Il y en a moins, mais il y en a encore, ouais. Pour un salarié, il y a quasiment plus rien, ouais, avant la fin décembre, ouais.
Donc, c'était pour ça et avec la nouvelle loi, comme on en a parlé, la loi de juillet 2025, ça impacte beaucoup de personnes. C'était opportun, en fait, d'en parler. Généralement, optimisation fiscale, planification fiscale, en fait, ça se fait tout au long de l'année. Donc, il faut pas attendre novembre, décembre ou octobre, novembre, décembre pour le faire, hein. Donc, si vous avez des investissements ou vous voulez vendre des biens, parlez-en en fait en début d'année, parlez-en tout au long de l'année en fait pour pas attendre la fin de l'année pour poser des questions. Je compte vendre ma maison en France, je compte vendre mon appartement au Canada, comment ce sera traité aux États-Unis, voilà. Donc, faut pas hésiter à payer quelqu'un pour avoir des réponses parce qu'on économise beaucoup plus que ce qu'on paye le conseiller en fait. Ouais. On a eu le cas inverse où des gens, des expatriés ont voulu s'affranchir de services de professionnels, hein, et ils ont pris des décisions ridicules, hein, donc qui leur ont coûté 40 000 dollars d'impôts qu'ils auraient pu éviter en fait. Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc gestion fiscale, optimisation fiscale, c'est tout au long de l'année, c'est pas uniquement en décembre. Et la déclaration fiscale, ça se prépare. En fait, c'est pas en avril qu'il faut entre janvier et avril, en fait, qu'il faut s'asseoir en disant, tiens, ben voilà, il faut que je retrouve mes W2, il faut que je retrouve ça, oh là là, prise de tête. Il faut que je retrouve en fait tous mes loyers, et les charges de copropriété, mes taxes foncières, etc. Donc, bref, voilà, ça s'organise, ça se prépare et c'est comme ça qu'on évite le stress et qu'on est à l'aise avec ce qu'on fait, en fait. Ouais. Et je vous ai mis à tous le lien de la page YouTube du Funstrict et vous retrouverez tous nos webinaires et notamment ceux avec Mathieu Emelon, évidemment, et notamment celui dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Sophie. Voilà. Si j'ai pas d'autres inscrits, eh bien Mathieu ne fera aujourd'hui, en tout cas à venir, que 9 webinaires. Je vous rappelle, pardon, 9 audits fiscaux gratuits. Il reste encore une place. Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Et il vous reste 1 minute pour le faire, le temps qu'on se dise au revoir avec Mathieu, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Euh, c'était une fois de plus hyper intéressant, Mathieu. Merci beaucoup de nous avoir répondu à cette question. Qu'est-ce qui change? À quoi il faut être attentif, en plus des choses habituelles, mais à quoi il faut être attentif euh, avec ces nouvelles déclarations qui sont à faire sur nos revenus aux États-Unis. Ouais. On a Sophie qui nous rajoute une question. Tiens, pourquoi pas, on peut finir là-dessus. Si nous n'avons pas fait de déclaration pour une LLC avec un associé unique, peut-on Mhm. avoir quand même des déductions? Alors, oui, Sophie, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, LLC avec associé unique, hein, ils font pas la LLC ne fait pas de déclaration séparée. Donc, le revenu, donc recettes et dépenses de la LLC sont reportés sur un Schedule C, d'accord? Typiquement sur un Schedule C. Donc, c'est un formulaire annexe au formulaire 1040. Un formulaire 1040, en fait, c'est l'imprimé fiscal 1040. C'est l'imprimé fiscal impôt sur le revenu des particuliers. Et donc, en fait, la ligne, une des lignes, en fait, la ligne finale du Schedule C, en fait, est reportée en page 1 du formulaire 1040. Donc, il n'y a pas de déclaration séparée. Ouais. Donc, regardez si vous avez déjà fait une déclaration. Regardez, en fait, cherchez Schedule C dans votre déclaration 1040. Et Schedule C, en fait, ça reflète les recettes, les revenus et les dépenses de votre LLC. Encore une fois, LLC à associé unique, on ne fait pas de déclaration séparée. La LLC ne fait pas de déclaration séparée, sauf si vous optez en fait pour faire une déclaration séparée en fait. Ouais. Donc si vous optez, mais le régime par défaut en fait c'est Schedule C. L'option pour réduire vos impôts, si c'est plus avantageux pour vous de réduire vos impôts en fait, de déclarer, de faire que la LLC fasse la déclaration séparément, type imposé à l'impôt sur les sociétés. Oui, ça c'est autre chose, ouais. Mais bon voilà, je sais pas, j'espère que ça répond à votre question. Je pense que ça répond à la question. En plus, Sophie, si je dis pas de bêtises, s'est inscrite pour un, un audit fiscal gratuit. Donc, bon, si vraiment vous avez encore un doute sur le sujet, ben, vous aurez la possibilité d'être en contact avec Mathieu qui vous aidera à y répondre. Euh, Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Mathieu. C'était très intéressant. Je rappelle à tout le monde que ce webinaire est enregistré et qu'il sera rediffusé sur notre chaîne YouTube du Friend Strict et sur notre site, évidemment.
et dans nos différentes newsletters. Donc, vous aurez plein de façons de le revoir si vous avez envie de réécouter quelque chose, si vous êtes arrivé un petit peu en retard. Merci beaucoup, Mathieu, et merci à vous tous d'avoir participé. Ouais, merci Romain. À très bientôt pour le prochain webinaire. Ouais, merci. Bonne journée. Au revoir, Mathieu. Au revoir.